Trouvera-t-on justement un jour de la vie ailleurs dans l'univers? Fera-t-on la rencontre de créatures extraterrestres? On va en parler avec vous, Nathalie Cabrol. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes astrobiologiste, chercheuse pour la NASA, directrice scientifique du SETI, l'Institut de recherche d'intelligence extraterrestre en Californie, à but non lucratif. Et vous publiez ce livre au Seuil, à l'aube de nouveaux horizons. Alors ces nouveaux horizons, Nathalie Cabrol, on va être très clair, ce sont ceux d'une vie extraterrestre, car pour vous, c'est statistique, cette vie ailleurs, elle existe forcément. Depuis la mission Kepler, on a très peu de doute que la vie doit être apparue de nombreuses fois dans l'univers. Il y a des centaines de millions de planètes dans la zone habitable de leur étoile parente. Il y en a des centaines de milliards dans l'univers. Donc, comme je le dis, statistiquement, il y a, même par accident, la vie doit être apparue ailleurs dans l'univers. Quels sont les faisceaux d'indices autres que statistiques qui prouveraient une vie extraterrestre? C'est ce que vous faites, vous, d'ailleurs. Oui, on n'a pas la preuve, mais on a découvert effectivement, non seulement dans le système solaire, mais avec les exoplanètes aussi, des planètes qui, certaines d'entre elles ressemblent à la Terre, certaines d'entre elles sont complètement différentes de la Terre, mais ont quand même des conditions habitables. Et ce qui surprend toujours un petit peu les gens, c'est qu'il y en a certaines qui sont même plus habitables que la Terre, dans le sens où elles ont les conditions qu'on sait favorables à l'apparition de la vie, mais en plus, leur étoile leur permet de durer quelquefois 10 000 fois plus longtemps dans le temps que notre planète. Alors, quand on est sur Terre, comme vous, quelles preuves cherche-t-on depuis le sol, tout simplement? Il y a différents types de techniques pour chercher la vie. Alors dans le système solaire, on peut envoyer des missions. Pour le moment, il y a Persévérance, par exemple, qui cherche des biosignatures sur Mars. On connaît les conditions. Notre approche de la recherche de la vie, c'est d'abord l'environnement, les signatures de l'environnement. On n'a pas de définition de la vie. On n'en a pas une. Sur Terre, on en a... On en a 123. D'accord. Ce sont des définitions de travail, on n'en a pas une. En fait, on a des descriptions de la vie. Oui. Et la recherche de la vie, à l'heure actuelle, ce qu'on essaye de faire, c'est de prouver que l'environnement seul ne peut pas expliquer la signature que l'on trouve. C'est donc une démonstration inverse. Alors ça nous cantonne un petit peu dans la vie telle que nous la connaissons. C'est-à-dire il faut de l'eau, de la matière carbonée, une atmosphère. Voilà, de l'énergie, des nutriments. Mais c'est quand même pas un modèle qui est déraisonnable parce que les briques de la vie qui nous composent, elles sont très très nombreuses dans l'univers. Et aussi des environnements de type terrestre, il y en a beaucoup. Alors, on a évoqué justement la vie sur Terre. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait différent sur d'autres planètes, ces manifestations de la vie? Eh bien, la vie et l'environnement, ils travaillent de concert. C'est-à-dire que l'environnement planétaire vous donne des conditions de départ pour la physique et la chimie. Et puis, lorsque la vie apparaît, eh bien, elle commence à transformer son environnement. La meilleure preuve, c'est l'atmosphère qu'on respire aujourd'hui. C'est pas du tout l'atmosphère primitive de la Terre, qui était du dioxyde de carbone. En fait, on y revient. Mais il se trouve que la vie a injecté l'oxygène que nous respirons aujourd'hui. Donc, il y a cette espèce de coévolution de la vie et de l'environnement. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent sur d'autres planètes qui auront leur propre coévolution. Alors, sur la possibilité d'une vie extraterrestre, la communauté scientifique n'est pas d'accord, hein, il faut être clair aussi là-dessus. Et il y a cette question, vous y revenez d'ailleurs dans votre livre, que pose le paradoxe de Fermi. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Alors, où sont-ils? Ça dépend. Le paradoxe de Fermi, comme je le dis, j'en parle. C'est un exercice intellectuel, une expérience de pensée extrêmement importante. Ça ne veut pas dire que j'adhère nécessairement à cette démonstration, mais il y a des tas de raisons pour lesquelles on n'entendrait pas parler des extraterrestres. D'abord, il y a la possibilité que la vie soit un effet générationnel dans l'univers. C'est-à-dire que les briques qui nous forment, elles sont apparues il y a 10 milliards d'années. Et ce n'est pas seulement les briques de la vie qui nous forment, c'est qu'avant, les générations d'étoiles ne produisaient pas d'éléments lourds, ces éléments qui sont favorables au développement de la vie. Les étoiles de population qui sont arrivées avant nous n'avaient que très peu de métaux. Donc c'était des étoiles énormes qui avaient des vies très courtes et qui disparaissaient très rapidement. Donc les conditions plus favorables à la vie, elles apparaissent il y a 10 milliards d'années dans l'univers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être des civilisations plus anciennes, mais compte tenu que les étoiles de type solaire disparaissent en 10 milliards d'années, elles sont certainement pas là où elles sont apparues, pour sûr. Et puis, il y a le fait que peut-être, tout simplement, il y a des générations de civilisations jeunes, ou simplement des civilisations extraterrestres qui sont tellement avancées
qu'elles ont une connaissance de la physique qui est très différente de la nôtre et peut-être qu'elles sont déjà tout autour et qu'on n'en a pas conscience. Oui, c'est ce qu'on voit dans certaines séries ou dans des livres de science-fiction. La question qui se pose aussi, vous dites, les conditions de la vie sont apparues il y a 10 milliards d'années. Pourquoi c'est apparu à ce moment-là? Est-ce qu'on en a une idée? C'est simplement les générations d'étoiles. Au fur et à mesure qu'elles disparaissaient, il y avait des éléments plus lourds qui étaient créés dans l'univers. Il ne faut pas y rechercher un sens. Non, c'est une question de physique. Et puis, quand même, pour dire qu'on ne parle pas seulement de la vie telle que nous la connaissons, on commence à aborder désormais des modèles qui sont plus du type de la nature de la vie et qui sont plus centrés vers la biophysique et qui nous semblent nous montrer en fait que la vie est inévitable dans l'univers parce que c'est le meilleur moyen de combattre l'entropie, c'est-à-dire le chaos dans l'univers. Alors, vous parliez de civilisations extraterrestres qui pourraient être beaucoup plus évoluées, qui seraient peut-être tout autour. Moi, j'ai une autre question qui est posée d'ailleurs dans de multiples œuvres de science-fiction. Est-ce qu'il est bien raisonnable de rechercher des extraterrestres qui ne seraient pas forcément très, très amicaux avec l'espèce humaine? J'imagine que c'est une question qu'on vous pose souvent dans le cadre de votre travail. Tout le temps, et j'ai toujours la même réponse. Encore une fois, c'est une vision très anthropocentrique. Ouais. Et puis on est des primates à peine évolués, on est encore très agressifs. Je dois vous dire que, franchement, s'il y a des extraterrestres très évolués qui sont capables de venir sur Terre, ils sont capables de faire des distances incroyables dans l'univers où ils ont une technologie bien supérieure, pourquoi ils auraient attendu qu'on soit un tout petit peu en mesure de se défendre pour venir... Il y avait des millions d'années où ils pouvaient venir sur Terre, s'emparer de la planète et faire ce qu'ils avaient à faire. Non, j'y crois pas du tout. Pour moi, j'ai pas cette angoisse de me dire demain on va être envahi et ce sont des êtres agressifs, etc. Au contraire, j'espère que cette rencontre, elle arrivera le plus rapidement possible parce que avoir une seconde perception de l'univers qui nous entoure, de comment on est là, de pourquoi on est là, surtout, c'est une conversation qui serait merveilleuse à avoir. Vous pensez que ça arrivera de votre vivant, justement, avec toutes les recherches qui sont actuellement en cours, et notamment aussi ce projet télescope spatial lancé par la NASA, qui s'appelle Observatoire des mondes habitables? Bien, c'est toujours dangereux de demander à des chercheurs, en tout cas on n'aime pas ça, qu'on nous demande, quand on nous demande de dire dans combien de temps ça va arriver. La seule chose que je peux dire, c'est que notre génération est certainement là, plus proche que jamais, d'avoir une réponse, que ce soit dans le système solaire ou même dans les exoplanètes. Regardez ce qui s'est produit hier soir. James Webb a confirmé sa première exoplanète. C'est pas la première découverte, il y en a déjà 5000 et quelques confirmés, mais avec les moyens de James Webb, on va être capable de regarder à l'intérieur de ces atmosphères et puis TRAPPIST, vous en avez parlé aussi. 3 planètes sur 7 à l'intérieur de la zone habitable, on vit à une époque incroyable tout de même.